Bienvenue dans Secrètes de recruteur, le podcast qui lève le voile sur les coulisses du recrutement. Je partage avec vous conseils pratiques, astuces concrètes et vérités de terrain pour transformer votre recherche d'emploi en succès. Préparez-vous à découvrir ce que les recruteurs ne disent pas toujours, mais que vous devez absolument savoir. Installez-vous, vos secrets de réussite commencent ici. Bonjour et bienvenue pour cette exploration profonde. Aujourd'hui, on s'attaque à un outil puissant, mais souvent un peu délicat à manier dans la recherche d'emploi, la candidature spontanée. Dans un marché du travail qui est très compétitif, c'est une voie intéressante pour trouver des opportunités un peu cachées. En effet, on a tous entendu parler, voire même envoyé des candidatures spontanées. Mais la question c'est, combien reçoivent vraiment une réponse? Franchement, très peu. On a donc un peu creusé, regardé les conseils d'experts, les analyses sur ce qui fait qu'un message sort du lot. C'est exactement ça notre objectif aujourd'hui. Décrypter les stratégies qui fonctionnent vraiment, essayer de comprendre ce qui transforme une tentative un peu perdue dans la masse en une porte d'entrée potentielle vers un entretien. Quelle est la différence au fond entre l'email qu'on ignore et celui qui, accroche l'œil? Alors, c'est clair que c'est une posture proactive. Plutôt que d'attendre bien sagement qu'une offre tombe, là, on essaye de créer l'opportunité soi-même. Et c'est particulièrement pertinent quand on pense à ce fameux marché caché de l'emploi. Ah oui, le marché caché. Et ce n'est pas juste une histoire qu'on raconte, hein. Les chiffres qu'on a trouvés sont assez frappants. Environ 70% des postes seraient pourvus sans jamais faire l'objet d'une annonce publique. 70%. Ça donne un peu le vertige quand on y pense. Toutes ces opportunités qu'on pourrait rater si on se limite aux offres visibles. C'est considérable, oui. Du coup, les bénéfices de l'approche spontanée sont assez clairs. D'abord, une concurrence bien moindre. C'est pas comme une annonce publiée où affluent des centaines de CV. Ensuite, et c'est important, ça témoigne d'une motivation réelle, d'un intérêt spécifique pour l'entreprise. Et ça, c'est toujours très apprécié. Il y a aussi cette idée, non, de pouvoir tomber pile au bon moment. Peut-être juste quand un besoin commence à émerger en interne, mais avant même que l'entreprise ait formalisé ou publié une offre. Du coup, le candidat prend une longueur d'avance. Absolument. Et les données semblent le confirmer. Il paraîtrait que près de 30% des recrutements finaux proviennent de ces démarches spontanées. Donc ce n'est pas juste anecdotique. Et même pour l'entreprise, c'est intéressant. Recevoir un profil pertinent comme ça, sans lancer tout un processus lourd de recrutement, c'est un gain de temps et de ressources non négligeables. D'accord, l'intérêt est donc évident. Mais alors, comment on fait pour que ça marche concrètement? Le point de départ, et ça, toutes les analyses insistent lourdement dessus, c'est la recherche et le ciblage. Faut oublier l'envoi en masse, on verra bien. C'est la fondation, c'est indispensable. Une recherche vraiment poussée sur l'entreprise est cruciale. Il faut aller bien au-delà de la page d'accueil du site web. Comprendre ses valeurs, oui, celles qui sont affichées, mais aussi essayer de sentir sa culture réelle, ses projets importants du moment, les défis auxquels elle fait face. Sans cette compréhension, le message, il tombe à plat. Concrètement, ça passe par quoi, cette recherche? On nous dit d'analyser en profondeur le site web, bien sûr, mais aussi les communiqués de presse, ce qu'elle dit sur les réseaux sociaux, les articles qui parlent d'elle. L'objectif, c'est de déceler les axes stratégiques, les nouveautés, et d'essayer d'en déduire les compétences qui pourraient être recherchées. Oui, et il y a des outils pour aider. LinkedIn, évidemment, c'est incontournable pour regarder les profils des gens qui y travaillent, les parcours mis en avant, les compétences clés qu'ils valorisent. Glassdoor, ça peut donner un aperçu, parfois c'est subjectif, mais ça reste utile sur la culture interne. Pour une vision plus large, les rapports annuels ou les analyses sectorielles, ça aide à saisir les enjeux business. J'ai trouvé l'idée d'utiliser Google Alerts assez maligne en fait. Mettre des alertes sur les entreprises qui nous intéressent, ça permet de réagir très vite à leur actualité chaude et d'ajuster son approche, de montrer qu'on suit vraiment leur évolution. Ça donne une touche de pertinence immédiate, je trouve. Tout ce travail de recherche préalable, ça va conditionner la suite. Et notamment l'élément qui fait office de toute première impression. L'objet de l'email. C'est lui qui décide si le message sera ouvert ou pas. Et là, le conseil est vraiment clair. Il faut être concis, précis et surtout orienté valeur ajoutée. Fini les objets génériques comme candidature spontanée ou demande d'emploi qui ne disent absolument rien. Ça peut paraître évident, mais visiblement, c'est une erreur qui est encore très, très fréquente. Les formules qui sont suggérées sont beaucoup plus parlantes. Par exemple, expert marketing digital, spécialiste acquisition croissance CA.
Ou alors, développeur full stack expérimenté pour vos projets d'innovation. Ça positionne tout de suite l'expertise. Le CA, ici on parle bien de chiffre d'affaires. Montrer qu'on peut avoir un impact direct sur les revenus, c'est toujours un argument fort. La personnalisation aussi, ça fait une différence dès l'objet. Il y a une statistique intéressante qui circule. Les objets personnalisés augmenteraient le taux d'ouverture de plus de 25%. C'est pas négligeable. Mentionner le nom de l'entreprise, c'est bien, mais encore mieux, faire un lien direct avec son actualité. Comme contribution à vos objectifs RSE, responsabilité sociale des entreprises, ou suite à votre expansion européenne, profil commercial bilingue. Ça montre tout de suite que ce n'est pas un email envoyé à la chaîne. On peut aussi envisager une touche d'urgence, mais très subtilement et avec beaucoup de prudence. Quelque chose comme expert comptable, CPA, certification reconnue disponible rapidement. Le terme CPA ici, ça réfère à une qualification spécifique, comme Certified Public Accountant ou son équivalent local, ça précise le niveau d'expertise. Mais attention, il faut que ce soit crédible et vraiment pertinent. D'accord. Bon, l'objet a fonctionné, l'email est ouvert, super. Maintenant, il faut accrocher la personne qui lit dès les premières lignes. C'est l'étape de l'accroche. Comment on fait pour maintenir l'intérêt ? Là, il faut aller droit au but. Connecter immédiatement ses propres compétences aux besoins qu'on suppose ou aux activités récentes de l'entreprise. Faut oublier les politesses trop longues qui font perdre du temps. L'exemple qui est souvent donné est assez parlant. Ayant suivi avec grand intérêt le lancement de votre nouvelle gamme éco-conçue, mes 8 années d'expérience en développement de produits durables pourraient activement soutenir vos ambitions environnementales. C'est direct, ça montre qu'on s'est renseigné et c'est orienté solution. L'analyse mentionne aussi des techniques un peu narratives, comme le storytelling. Raconter très brièvement une réussite chiffrée et pertinente pour l'entreprise qu'on vise. Utiliser des données concrètes, des pourcentages d'optimisation, des montants économisés, des objectifs atteints ou dépassés, ça rend la proposition de valeur beaucoup plus tangible, beaucoup plus réelle. Et là, on touche vraiment au cœur du réacteur, ce qui est présenté partout comme le facteur différenciant numéro 1. La personnalisation poussée du message. C'est là que la partie se joue vraiment. Chaque email doit être unique, il doit refléter une vraie compréhension de l'entreprise. Oui, c'est chronophage, c'est exigeant, mais c'est absolument essentiel. Adapter le langage, le ton aussi, c'est crucial. On n'écrit pas de la même manière à une jeune pousse de la tech qu'à un grand groupe industriel bien établi ou une institution financière, par exemple. Percevoir cette culture d'entreprise et la respecter dans sa communication, c'est déjà marquer des points importants. Exactement. Et il faut réutiliser les informations qu'on a glanées pendant la phase de recherche. Faire référence à un événement précis, une acquisition récente, un nouveau marché qu'ils attaquent, un défi sectoriel particulier. Et expliquer comment son propre profil peut aider à naviguer cette actualité spécifique. Ça transforme la candidature en une sorte de proposition de collaboration quasi sur mesure. Et mentionner une connexion interne, si on en a une, et si c'est vraiment pertinent, ça peut aussi humaniser la démarche. Ça peut potentiellement faciliter la circulation de l'information en interne. Mais toujours avec tact et authenticité. Vient ensuite la mise en avant des compétences. Mais attention, pas n'importe comment. Il s'agit d'identifier et de valoriser ce qui rend le candidat unique. Quelle est sa patte, son expertise un peu rare, son expérience atypique qui sort du lot. Et surtout, ne pas se contenter de lister ses compétences comme on ferait sur un CV. L'idée, c'est vraiment de démontrer leur impact concret. L'exemple donné est frappant. Au lieu de juste dire « maîtrise de l'anglais », il vaut mieux écrire quelque chose comme « négociation de contrats internationaux complexes en anglais ayant résulté en une augmentation de 2 millions d'euros pour mon employeur précédent ». On passe de la simple compétence à la valeur ajoutée directe pour l'entreprise. C'est exactement la même approche pour les fameuses soft skills, les compétences comportementales. Elles sont de plus en plus regardées, c'est vrai. Il faut donc identifier celles qui sont clés pour l'entreprise ou le secteur visé, leadership, agilité, créativité, résolution de problèmes, et, point crucial, il faut les illustrer par des exemples concrets tirés de son parcours. Dire « je suis adaptable », bon, ça ne pèse pas lourd face à une petite anecdote qui prouve cette adaptabilité en situation réelle. Des qualités comme l'intelligence émotionnelle, la capacité à innover ou même la résilience face aux difficultés, ce sont aussi des atouts majeurs à mettre en scène. Mais toujours si elles correspondent vraiment au profil et si elles sont bien argumentées, bien sûr. Un autre point, qui peut sembler un peu secondaire, mais qui, d'après les analyses qu'on a vues, ne l'est pas du tout, c'est le moment de l'envoi. La question c'est, quand est-ce qu'il faut appuyer sur « envoyer » ? Apparemment, il y aurait des fenêtres plus favorables que d'autres.
Les données suggèrent souvent le mardi matin, entre 10h et 11h, comme un créneau où les taux d'ouverture professionnelle seraient à leur maximum. On conseille généralement d'éviter le lundi matin, les boîtes mail débordent après le week-end, et le vendredi après-midi, où l'attention commence sérieusement à décliner. C'est assez surprenant ce niveau de détail, mais bon, pourquoi pas optimiser ce facteur aussi. Oui, mais au-delà de cette règle un peu générale, il faut aussi essayer d'intégrer le rythme propre à l'entreprise et à son secteur d'activité. Envoyer une candidature à une entreprise de vente au détail en pleine période de Noël ou du Black Friday, c'est probablement moins judicieux. Inversement, les débuts de trimestre ou d'année fiscale, ce sont souvent des périodes de planification stratégique, donc potentiellement plus propices à considérer de nouveaux profils. Effectivement, la connaissance sectorielle est clé ici aussi. Le calendrier académique pour le secteur de l'éducation, les saisons hautes et basses pour le tourisme, adapter son envoi à ces cycles, ça montre une compréhension plus fine de l'environnement de l'entreprise. C'est malin. Et enfin, dernier point essentiel qui est abordé, le suivi. L'envoi de la candidature, ce n'est que la première étape. Assurer un suivi intelligent et professionnel, c'est primordial. Intelligent, oui, c'est le mot-clé. Il ne s'agit pas du tout de harceler la personne. La recommandation générale, c'est d'attendre 1 à 2 semaines avant une relance courtoise, sauf si une indication de délai différente a été donnée, bien sûr. Et surtout, la relance ne doit pas être une simple répétition du premier message. Ça n'apporte rien. Tout à fait. Une bonne relance apporte quelque chose de nouveau. Ça peut être une information complémentaire qu'on n'avait pas donnée, une réalisation récente, un article pertinent sur le secteur qui montre qu'on continue de suivre activement, une mise à jour de son profil ou de sa disponibilité. L'objectif, c'est de réitérer son intérêt, oui, mais tout en apportant une nouvelle petite valeur ajoutée. Il est aussi suggéré de varier un peu les points de contact, mais toujours sans être intrusif. Une demande de connexion sur LinkedIn, une interaction pertinente, genre un commentaire constructif sur une publication de l'entreprise, pas juste un like, ça peut renforcer la visibilité de manière subtile et professionnelle. Bon, pour résumer un peu toute cette exploration, le succès d'une candidature spontanée, ce n'est vraiment pas une question de chance en fait. C'est plutôt une alchimie complexe entre une recherche méticuleuse, une personnalisation poussée et authentique du message, et puis une mise en valeur stratégique de ses atouts uniques. Le tout servi par un timing réfléchi et un suivi qui montre le sérieux et la persévérance. Ça demande clairement plus d'investissement en temps et en énergie qu'une réponse classique à une annonce, c'est sûr. Mais c'est une démarche qui repositionne complètement la personne qui cherche un emploi. D'une posture d'attente un peu passive, on passe à une création active d'opportunités. C'est un changement de perspective assez stimulant, je trouve. Tout à fait. Et ça ouvre une dernière piste de réflexion, peut-être un peu plus large. Si on transpose ces principes, c'est-à-dire comprendre en profondeur les besoins et le contexte d'un interlocuteur, lui proposer une valeur ajoutée spécifique et personnalisée, faire preuve de proactivité et de suivi, si on transpose ça hors du strict cadre de la recherche d'emploi. C'est une excellente question, ça. Dans quelle mesure est-ce que cette approche pourrait être une clé pour, nouer de nouvelles relations professionnelles, trouver des partenaires, initier des projets, ou même influencer positivement dans d'autres domaines ? Cette méthode, qui est basée au fond sur une sorte d'empathie stratégique et sur la proposition de valeurs ciblées, elle a sans doute des applications bien plus vastes que juste trouver un job. Voilà qui laisse matière à réflexion pour chacun. Merci d'avoir écouté Secrets de recruteur. J'espère que ces conseils vous aideront à avancer vers le job qui vous correspond vraiment. Pour retrouver encore plus d'astuces, de ressources et nos dernières opportunités, rendez-vous dès maintenant sur www.recrute-talent.fr. Et si ce podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous pour aider d'autres candidats. À très bientôt pour un nouvel épisode.